Pour l'exercice 56, on nous dit, soit la fonction f définie sur R par f de x est égal à 4 sinus de x sur 2 et c'est sa courbe représentative dans un repère orthonormal O, IJ, où I et J sont des vecteurs. Première question, vérifier que la fonction f est impaire. On rappelle que f est impaire si et seulement si f de moins x est égal à moins f de x. Et au passage que f est pair si et seulement si f de moins x est égal à f de x. Et bien évidemment, une fonction n'est pas forcément soit impaire ou pair. Elle peut être ni pair ni impaire. Et donc, pour tout x appartenant à R, on va calculer f de moins x. Et donc, dans l'expression de f de x, partout où on voit x, on rajoute alors des moins pour calculer f de moins x. Et ici, on sait qu'on a moins sur plus, car 2, c'est plus 2, qui, par règle de signe, nous donne alors moins x sur 2. Et on rappelle que le sinus de moins grand X, c'est moins le sinus de grand X, car sinus est impair. Et au passage que le cosinus de moins grand X, c'est égal au cosinus de X, car cosinus est pair. Donc, en prenant X sur 2 égale à notre grand X, on a donc sinus de moins grand X, qui d'après cette égalité doit donner moins sinus de grand X. C'est à donc dire qu'on fait disparaître le moins à l'intérieur de la parenthèse ici, pour le faire apparaître juste à la gauche du sinus. Il disparaît à l'intérieur, il doit apparaître à la gauche du sinus. Pour nous donner alors moins sinus de x sur 2. On n'oublie pas que le 4 multiplie le sinus, donc on ne peut pas juste écrire 4 comme ça. Il faut garder la multiplication, et pour que les deux signes ne se suivent pas, on met alors des parenthèses, sans oublier l'égalité. Puis on effectue le calcul, 4 fois moins sinus donne moins 4 sinus de x sur 2, et le 4 sinus de x sur 2, on reconnaît clairement f de x. Ce qui nous fait alors moins f de x, car toute cette quantité c'est f de x. Donc cette égalité de f de moins x égale à moins f de x, d'après ce qu'on a rappelé ici, permet de prouver que la fonction f est donc une fonction impaire. Pour la question 2, on nous dit montrer que la fonction f est périodique et préciser sa période. On rappelle l'expression de la fonction f, et on rappelle que la fonction f est t périodique si et seulement si lorsqu'on fait f de x plus t, ça donne f de x où t est optimal, c'est-à-dire positif et le plus proche de 0 possible. Quand on observe l'expression de f, on voit qu'on a la fonction sinus, et donc si on veut trouver la période pour f, on pense à la période de sinus. On rappelle que le sinus de x plus 2pi est égal à sinus de x, car sinus est 2pi périodique. Et que le cosinus de x plus 2pi est égal à cosinus de x, car cosinus est aussi 2pi périodique. La tangente, elle est pi périodique, car sinus de x plus pi donne moins sinus de x, tout comme cosinus de x plus pi donne moins cosinus de x, et moins sur moins, ça fait moins, ça redonne tangente de x si on calcule tangente de x plus pi. Donc, pour tout x appartenant à R, nous on part de l'expression de f et on va donc utiliser le fait que sinus est 2pi périodique. C'est-à-dire que quand on a sinus d'un nombre, on peut rajouter 2pi à ce nombre. Ici, nous avons sinus de x sur 2. On peut donc rajouter 2pi à ce x sur 2. Et maintenant, si on veut transformer ça en f de x plus quelque chose, il faut que dans le sinus, on ait une quantité sur 2. Ici, on n'a pas une quantité sur 2, mais pour avoir une quantité sur 2, c'est super simple, il faut juste réduire au même dénominateur qui est 2. Le 2pi se transforme alors en 4pi sur 2 en faisant fois 2 sur 2. Puis on additionne les numérateurs et on conserve ce dénominateur. Ça nous fait alors sinus de x plus 4pi sur 2. Et donc en observant ici notre expression, on sait que le x, c'est ce qui est divisé par 2. Donc en regardant ce qui est divisé par 2 ici, dans le sinus, c'est exactement ça qui doit se retrouver alors dans notre parenthèse. Ce qui nous donne alors f de x plus 4pi. On a donc f de x égale à f de x plus 4pi. On peut donc dire que f est 4pi périodique, d'après la définition qu'on a rappelée brièvement ici. Pour la question 3, on nous dit calculer f de pi moins x, puis f de pi plus x. Pour cela, on rappelle d'abord l'expression de f de x. Donc, ici dans l'expression de f de x, si on veut avoir du pi moins x, partout où on voit pi, on le remplace par du pi moins x. Ensuite, on cherche quoi faire. On voit par exemple qu'on peut distribuer la division par 2 en séparant les numérateurs, ce qui nous donne alors pi sur 2 moins x sur 2. On n'a plus qu'à se souvenir que le sinus de pi sur 2 moins x, c'est cosinus de x. Et au passage que le cosinus de pi sur 2 moins x, c'est le sinus de x. Ça se retrouve assez rapidement dans le cercle trigonométrique, où quand on place un angle x, en faisant le symétrique du point associé par la première bissectrice, c'est-à-dire la droite d'équation y égale à x,
les coordonnées des deux points se retrouvent échangées, car le rectangle qui était allongé devient debout, et donc ce qui était abscisse devient ordonné, et ce qui était ordonné devient abscisse. C'est-à-dire que le cosinus de x se retrouve alors ici en ordonnée, et le sinus de x se retrouve alors ici en abscisse. Et maintenant, il faut expliquer que le point ici est associé à l'angle, où on sait ici que c'est pi sur 2, mais on a retiré cette même longueur qui se retrouve ici. Donc on a fait du pi sur 2 moins cette longueur x pour obtenir pi sur 2 moins x que l'on retrouve ici. Et donc par conséquent, le cosinus de pi sur 2 moins x n'est rien d'autre que son abscisse, sinus de x. Ce qu'on a donc écrit ici, cosinus de pi sur 2 moins x dans sinus de x. Et son ordonnée, qui n'est rien d'autre que sinus de pi sur 2 moins x, va donc être égal au cosinus de x, ce que nous avons écrit ici. Donc en appliquant cette formule ici, pour dire que cette quantité se retrouve exactement dans le cosinus lorsqu'on passe de sinus à cosinus. Le sinus, le pi sur 2, le moins disparaissent, apparaît un cosinus et la quantité à la droite du moins apparaît à l'intérieur du cosinus. La quantité à la droite du moins, c'est le x sur 2 qui apparaît alors à l'intérieur du cosinus, tandis que le sinus et le pi sur 2 disparaissent, ainsi que le moins. Comme on ne peut pas simplifier plus que ça, on passe au calcul de f de pi plus x. Pour trouver f de pi plus x, on fait la même chose. Partout où on voit des x dans l'expression de f de x, on va tous les remplacer par du pi plus x. Et pareil ici, on voit pas qu'est-ce qu'on peut faire de plus, à part distribuer la division par 2. On sépare alors nos numérateurs, sauf qu'ici on a un plus, donc on ne peut pas directement utiliser la formule, parce qu'il nous faut un moins. On utilise alors le fait que plus c'est moins moins. On a donc moins moins x sur 2. Et maintenant, on peut faire disparaître le sinus, le pi sur 2 et le premier moins pour faire apparaître le cosinus de la quantité à droite du moins qui n'est rien d'autre que moins x sur 2. Et ensuite, on avait déjà rappelé que le cosinus est pair, c'est-à-dire que cosinus de moins grand x, donc cosinus de grand x, c'est-à-dire cosinus fait disparaître le moins, donc ce moins disparaît parce que cosinus est pair, on obtient alors cosinus de x sur 2. Et ensuite, on n'oublie pas de rajouter les 4 qui viennent juste avant. Une fois qu'on a fait ça, on constate qu'on obtient exactement le même résultat. Donc, f de pi moins x, c'est la même chose que f de pi plus x. Pour la question 3b, on nous dit que peut-on en déduire concernant la courbe de la fonction f. Donc, on parle de ce résultat qu'on a obtenu. Qu'est-ce qu'il permet d'en déduire pour la courbe c de la fonction f? Donc, soit vous connaissez directement ce que donne cette égalité, ou soit vous essayez de construire un schéma pour essayer de comprendre ce que cette égalité implique pour la courbe. Donc ici, comme on a pi moins x et pi plus x, on commence par tracer la droite qui est pour équation x égale à pi. Ensuite, en prenant par exemple x strictement plus grand que 0, on retire à pi ce x et on ajoute à pi ce x. Et ensuite, on nous a dit ces deux nombres ont la même image étant donné qu'on a cette égalité. Et donc, en supposant que l'image de pi moins x se trouve par exemple ici, l'image de pi plus x va se trouver au même endroit. Et donc, on constate que les points qui ont pour coordonnées pi moins x, f de pi moins x, et pi plus x, f de pi plus x, sont symétriques par rapport à cette droite. Donc, cette égalité implique une relation de symétrie par rapport à la droite d'équation x égale à pi pour les points de la courbe c qui représente graphiquement la fonction f. On peut par exemple dire alors qu'on en déduit que la courbe c est symétrique par rapport à la droite d'équation x égale à pi. Pour la question 4, on nous dit déterminer le sens de variation de f sur l'intervalle 0 pi. On commence ici par rappeler l'expression de f qui n'est rien d'autre que 4 soit le quadruple de sinus de x sur 2. Sinus de x sur 2, c'est une fonction affine, le coefficient directeur 1/2 et même particulièrement une fonction linéaire car divisé par 2, c'est multiplié par l'inverse de 2 qui est 1/2. Donc le sinus de 1/2 de x ici. Et donc comme ici à l'intérieur c'est affine, c'est dérivable sur r. Sinus est dérivable sur r, on a donc la composée de deux fonctions dérivable sur r qui est multipliée par 4 et qui reste donc dérivable sur r et donc en particulier sur 0 pi. On peut par exemple dire f est dérivable sur r, donc en particulier sur 0 pi, comme 4 fois la composée de deux fonctions dérivables sur r. Et maintenant ici pour dériver f, on a besoin de reconnaître ici la forme sinus de u. On part de la dérivée de sinus de x qui vaut cosinus de x, et partout où on voit des x, on les remplace par des u, puis on rajoute fois u',
qui peut s'écrire plus simplement U' cosinus de U. On a bien évidemment le résultat analogue pour le cosinus de x qui a pour dérivée moins sinus de x, où en remplaçant les x par des u, on n'a qu'à rajouter ensuite fois U', où le résultat s'écrit simplement moins U' sinus de U. Et donc dans notre cas, le sinus de U, le U n'est rien d'autre que le x sur 2, qui bien évidemment s'écrit 1 demi de x, car divisé par 2, c'est multiplié par son inverse 1 demi. Et d'après la formule, on a besoin de U'. La dérivée de 1 demi de x c'est 1 demi, car dérivée de x c'est 1 et 1 fois 1 demi donne 1 demi. Donc, pour tout x appartenant à 0 pi, l'intervalle où f est dérivable, on a le 4 multiplie sinus de x sur 2, donc 4 va multiplier cette dérivée. On a donc 4 fois cette dérivée. La dérivée du sinus nous donne U' cosinus. Le U', on l'a calculé, c'est 1 demi. Donc, on écrit le 1 demi. Et ensuite, on doit avoir cosinus de U. On écrit le cosinus. Et le U, c'est 1 demi de x. Ou tout simplement x sur 2. On écrit alors le x sur 2. On n'a plus qu'à faire 4 fois 1 demi, qui vaut 2 et nous donne 2 cosinus de x sur 2. On a donc f' de x est égal à 2 cosinus de x sur 2, qui est donc l'expression de la dérivée de f, sur l'intervalle 0 pi, c'est-à-dire pour x appartenant à 0 pi, fermé. Ensuite, une fois qu'on a la dérivée, pour donner le sens de variation, on a besoin du signe de la dérivée. Si la dérivée est positive, la fonction est strictement croissante. Si la dérivée est négative, la fonction est strictement décroissante. Et si la dérivée est nulle, la fonction elle est constante. Donc nous ici, on cherche le cosinus de x sur 2, sachant que x appartient à l'intervalle 0 pi. X appartient à l'intervalle 0 pi, fermé, permet de dire que x est compris entre 0 et pi avec des inégalités larges. Ensuite, on divise chacun des membres de cette double inégalité par 2 pour faire apparaître le x sur 2. 0 sur 2 nous donne 0, x sur 2 nous donne x sur 2, et pi divisé par 2 nous donne pi sur 2. Puis en traçant rapidement le cercle trigonométrique, on voit que lorsque les angles appartiennent à 0 pi sur 2, le sinus de ces angles, tout comme le cosinus de ces angles, est alors positif, car il est compris entre 0 et 1. Donc, comme cette double inégalité nous dit que x sur 2 appartient à 0 pi sur 2, c'est-à-dire à cette partie, son cosinus est donc compris entre 0 et 1, et donc son cosinus est positif. Et en multipliant par 2, on obtient alors que le double reste positif, car 2 étant positif, les inégalités ne changent pas de sens. Si on multiplie par un nombre négatif, les inégalités changent de sens. Donc ici, le sens de notre inégalité elle est conservé parce que on a multiplié par 2 qui est positif. Et ici, on reconnaît f' de x qui est donc positif, ce qui nous permet alors de dire que f est strictement croissante sur 0 pi sur 2, car sa dérivée est positive. Attention, c'est sur 0 pi, car x lui appartient à 0 pi, c'est x sur 2 qui lui appartient à 0 pi sur 2. Donc f est strictement croissante sur 0 pi. Et donc on a donné le sens de variation de f sur 0 pi. On ne nous a pas demandé de faire son tableau de variation, donc on peut se limiter à la simple donnée de son sens de variation et passer directement à la question suivante. Mais si vous voulez quand même donner le tableau de variation de f, il n'y a pas de souci. On place alors la ligne pour x qui appartient à 0 pi. On cherche s'il y a une valeur qui peut annuler la dérivée. La dérivée s'annule ici si on a l'égalité à 0, c'est-à-dire si le 2 cosinus de x sur 2 est donc égal à 0, c'est-à-dire si le cosinus de x sur 2 est donc égal à 0. Pour que le cosinus de x sur 2 soit égal à 0, il faut donc que x sur 2 soit égal à pi sur 2, car c'est le point qui a une abscisse cosinus égale à 0. X sur 2 égale à pi sur 2 permet de dire que x égale à pi. Donc il faut que x soit égal à pi pour que son cosinus de x sur 2 donne 0. Et après, si vous n'êtes pas sûr, vous pouvez vérifier. En remplaçant x par pi, on a bien pi sur 2, et cosinus de pi sur 2 donne bien 0. Et 0 fois 2 donne 0, donc la dérivée s'annule en pi. On peut le préciser par un 0 ici. Et ensuite, on a précisé que notre dérivée sera tout le temps positive, ce qui implique donc que notre fonction elle est croissante. Et ensuite, pour compléter les valeurs ici, on a besoin de calculer les images à l'aide de l'expression de f. Pour calculer f de 0, on remplace x par 0. Ça fait 4, sinus de 0 sur 2 c'est 0, et sinus de 0 c'est 0, 0 fois 4 donne 0. On met ici alors 0. Pour calculer f de pi, on remplace x par pi, ce qui nous fait alors 4 sinus de pi sur 2. Et sinus de pi sur 2, soit on le connaît très bien, soit vous le tapez sur la calculatrice en mode radian, ou bien vous regardez dans le cercle trigonométrique. Le pi sur 2 il est à ce niveau, son ordonnée vaut 1, c'est-à-dire que le sinus de pi sur 2 vaut 1. Donc on a sinus de pi sur 2 qui vaut 1 fois 4, ça nous donne alors 4. On vient dans le tableau et on met ici 4.
Ensuite, pour la cinquième et dernière question, on nous dit de tracer C sur l'intervalle 0pi, puis sur moins 2pi de pi. Pour cela, on commence par rappeler que comme f est 4pi périodique, on peut réduire son étude de R à l'intervalle centré en 0 moins 2pi de pi, qui est de longueur 4pi, parce que f est 4pi périodique. On trace alors la courbe de f sur cet intervalle moins 2pi de pi, puis on va compléter sa courbe sur R par des translations de vecteurs 4pi et moins 4pi. On rappelle qu'on a dit aussi que f est impair, donc on peut réduire son étude de l'intervalle moins 2pi de pi à l'intervalle 0,2pi. On trace sa courbe sur l'intervalle 0,2pi, puis on complète par symétrie de centre O, origine du repère, parce que les fonctions impaires sont symétriques par rapport à l'origine du repère. Si la fonction avait été paire, on aurait fait la même chose, sauf qu'on aurait complété par symétrie d'axe, l'axe des ordonnées, car les fonctions paires sont symétriques par rapport à l'axe des ordonnées. On rappelle qu'on a aussi prouvé que la courbe de f est symétrique par rapport à la droite d'équation x égale à pi. Donc on trace cf sur 0pi, donc l'intervalle qu'on nous a demandé, puis on complète par symétrie d'axe d'équation x égale à pi pour trouver la courbe sur 0,2pi. Et une fois qu'on l'a sur 0,2pi, on fait le symétrique de cette courbe par rapport à l'origine pour trouver la courbe sur moins 2pi de pi. Et si on veut la compléter sur R, on fait ensuite des translations de vecteurs 4pi, moins 4pi. Bon, nous, on nous a juste demandé moins 2pi de pi, donc on n'aura pas besoin de faire ensuite les translations. Pour tracer la courbe sur 0,2pi, on va utiliser le tableau de variation qu'on a trouvé ici, qui nous dit que la fonction elle est croissante sur 0pi et elle passe de 0 à 4. Donc, en observant les valeurs prises par f, on n'a plus fait le repère orthonormal comme demandé, on a juste fait un repère orthogonal, les deux axes sont perpendiculaires. On a pris une graduation plus adaptée aux valeurs prises par f. Et évidemment, vous pouvez vous embêter à faire un repère orthonormal, c'est-à-dire un repère où on a la même graduation pour les deux axes, si jamais vous avez le même exercice en contrôle. Donc, nous, on sait que la courbe de f passe par le point de coordonnées 0, 0. Donc, on a déjà le premier point de la courbe. Puis, elle passe par le point de coordonnées pi 4. Donc, pi est là, 4 est là. Donc, elle passe par le point de coordonnées pi 4. Ensuite, on peut se demander si elle est plus haute ou plus basse, ou si elle va tout droit. Comme ce n'est pas une fonction affine, on s'attend à ce que ça ne peut pas être tout droit. Ça ne peut pas ressembler à une droite. Donc, ça doit être une courbe qui descend ou bien qui monte. On peut, par exemple, calculer l'image pour pi sur 2. F de x est 4 sinus de x sur 2. Et donc, pour calculer l'image de pi sur 2, on remplace x par pi sur 2, ce qui donne 4 sinus de pi sur 2 sur 2. Pi divisé par 2, puis divisé par 2, c'est du pi divisé au total par 4. Et sinus de pi sur 4, il est très connu, c'est racine de 2 sur 2. On a donc 2 racines de 2, et racine de 2, c'est à peu près du 1, 41, 42. Et donc, en le doublant, on a à peu près du 2, 82, 84, soit une valeur qui se trouve quelque part par ici. Donc, la courbe semble plutôt passer par un point qui se trouve à peu près ici. On trace alors l'allure de la courbe sur 0pi, puis on a dit qu'on va compléter par symétrie d'axe d'équation x égale à pi. On trace alors la droite d'équation x égale à pi, et on doit faire le symétrique de cette courbe par rapport à cet axe, qui nous donne à peu près cette allure. Et une fois qu'on est là, on a dit que la fonction étant impaire, la courbe est symétrique par rapport à l'origine. Donc on doit faire le symétrique de toute cette courbe par rapport à l'origine, ce qui nous donne une courbe qui ressemble à peu près à ceci. On a donc tracé la courbe sur 0pi, puis on a complété par symétrie pour obtenir la courbe sur moins 2pi de pi. Si on voulait continuer sur R, on a dit qu'il fallait faire des translations de vecteurs 4pi et moins 4pi. C'est-à-dire qu'on prend toute cette courbe, on l'avance horizontalement de 4pi, parallèlement à l'axe des abscisses, soit vers la gauche ou soit vers la droite. Mais ce n'est pas demandé dans cet exercice. On se limite donc à cette courbe que nous avons représentée sur moins 2pi de pi. CQFD, ce qu'il fallait découvrir.